On va tout de suite partir en direction de Albi pour rejoindre Valérie Méaille, qui a 58 ans, secrétaire adjointe de la CFDT Tarn et Aveyron Métallurgie. Bonsoir madame. Quand vous êtes une des organisatrices de la manifestation de demain, quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous dites au fond? Ils représentent les intérêts des Français ou pas, les députés, en faisant cela? Bonsoir d'abord à tous. Forcément, on est déçus. On est déçus parce que nous, on préférait avoir des députés qui discutent et qui vraiment fassent avancer nos idées et qui tiennent compte surtout de la revendication de ce qui se passe dans la rue. La chamaillerie, c'est vraiment pas pour nous porter un projet à la hauteur de ce qui devrait être porté. D'accord. Vous avez commencé à travailler à 22 ans. Qu'est-ce qu'elle va changer pour vous, cette réforme des retraites? Eh ben, en fait, pour moi, ça veut dire un an et 3 mois de plus, puisque je suis née dans les années 65. Et donc, je fais partie des 2 années qui sont le plus impactées par cette retraite, ce report de l'âge de la retraite. Et c'est vrai que voilà, c'était pas du tout dans mes plans. À 58 ans, on commence à se projeter, à faire des projets, à savoir si on va sans maison, etc. Et ça me remet un an et 3 mois de plus, ça remet tout en cause, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui ne savent pas exactement où on va, quoi. Et ce que vous demandez, c'est le retrait de la réforme ou le fait qu'on puisse aménager un certain nombre de points de cette réforme, madame? Ah non, pour nous, c'est clair, la CFDT, c'est le retrait complet, quoi. On n'en veut pas et on veut pouvoir repartir à zéro sur un vrai projet, négocier avec les syndicats et voilà, et surtout que le gouvernement entende la rue et toutes ces manifestations. C'est quand même un signal fort qu'on donne au gouvernement et jusqu'à présent, on n'a pas l'impression d'être écouté et entendu, quoi. Justement, nouvelle mobilisation demain. Vous avez le sentiment que le gouvernement reste complètement sourd à ce que vous demandez. Est-ce qu'on va vers le blocage du pays à la mi-mars? Alors oui, complètement sourd. On peut pas dire qu'ils ont jusque-là essayé de nous rencontrer ou du moins d'entendre la rue. Oui, nous on est déterminés, quoi. Comme tout le monde, je pense, on est déterminés. S'il faut aller au blocage, on ira au blocage à partir de 7 mars. Oui. Même si ça vous coûte de l'argent, puisque c'est des journées de salaire en moins. Même si ça coûte de l'argent, les gens aujourd'hui sont déterminés, hein. On a une mobilisation qui est forte dès le départ et qui est de plus en plus forte. Donc les gens dans la rue nous le disent, s'il faut aller au blocage, on ira au blocage, hein. Même si effectivement ça coûte, hein, mais aujourd'hui on n'a pas d'autre moyen que de faire bouger ce gouvernement qui est vraiment sourd à tout ce que remontait de la rue, quoi. Merci beaucoup de ce témoignage, Valérie Méaille, donc secrétaire adjointe de la CFDT. Merci à Thibault Marcheteau qui est à vos côtés à Albi. On entend la détermination des Français. 65% des Français, selon un sondage CSA pour CNews, demandent le retrait de cette réforme. Ça ne cesse d'augmenter l'hostilité à la réforme. Et c'est vrai que, bon, peut-être qu'il y aura moins de monde dans la rue demain, mais Jean-Christophe Couvi, vous êtes aussi syndicaliste, policier et syndicaliste. Le sentiment que le gouvernement n'entend pas, ça peut provoquer un risque de radicalisation du mouvement. Oui, nous, c'est ce qu'on craint. Nous, policiers, c'est ce qu'on craint. Mes collègues le craignent aussi sur le terrain, parce qu'à la fin, de toute façon, si les gens se radicalisent, entre guillemets, c'est encore une fois les forces de l'ordre qui seront au devant de la scène, et c'est nous qui allons prendre le coup des Français. Et donc, on a déjà attiré l'attention. On dit attention, essayez de rediscuter. En tant que syndicaliste, effectivement, on demande le retrait parce qu'on trouve que cette réforme, comme elle est proposée, est complètement injuste, parce qu'elle ne prend en compte qu'un seul axe de travail, alors que les syndicats proposent beaucoup d'axes de travail. Sauf qu'encore une fois, on est plutôt, on est enfermé dans des positions et on ne veut pas en démordre. Et à force, il va falloir gérer cette frustration. Demain, c'est la 5e manche. Déjà 5 fois que les Français vont dans la rue. Peut-être, alors tout le monde annonce qu'il y aura moins de participants, mais en même temps, c'est les vacances scolaires. Enfin, tout se met comme ça. Mais n'empêche que nous, on sent que la colère monte. Et on le dit à nos autorités, on le dit à l'exécutif. Attention, ne sous-estimez pas ce qu'on ressent, nous, dans la population française, ce grand ras-le-bol. Voilà. Et ce qui se passe effectivement dans l'Assemblée nationale, ça démontre bien que les Français, ne s'identifient plus à leurs députés. Ils prennent leur destin en main et c'est eux qui vont dans la rue pour dire, voilà, puisque c'est le grand cinéma dans l'Assemblée nationale et qu'au lieu de parler justement du fond, vous faites que de la forme,
Ah ben, nous, on va dans la rue et on vous montre qu'en fait, on vous met une fessée, et ben, on se sent pas représenté. Vous n'êtes pas au niveau. Et c'est ce que les Français pensent, et c'est ce qu'encore demain, ils vont aller exprimer. Bien sûr. Marc Toiti, économiste. Ouais, ça commence à devenir effectivement la Bérésina, c'est-à-dire que globalement, on a cette mobilisation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le 7 mars. Là, c'est un vrai blocage. Alors là, évidemment, le coût économique, j'en parle même pas. Ça, déjà, on est en quasi-récession. Hein. Alors là, surtout si ça dure. Parce que là, effectivement, quand il y a un jour de grève ici ou là, bon, alors ça va coûter 1,5 milliard à peu près. Puis après, on va récupérer sur la semaine suivante. Mais là, si ça dure, déjà, bon, les 5 jours, ça commence à coûter. Puis après, si ça s'installe, si d'autres secteurs sont concernés, ça peut bloquer le pays. Puis surtout, l'image qu'on donne aujourd'hui, on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale également, c'est quand même assez... Donc là, vous voyez comment ça a changé le discours. Au début, c'était de la négociation, et puis là, ça devient presque, je dirais, de la violence, entre guillemets, de l'obstruction, et puis on veut carrément, peut-être retirer complètement le projet de loi. Donc, comment on en est arrivé là? C'est ça qui est inquiétant depuis le début. Hein. Il y avait un ras-le-bol qui était là, qui n'était pas uniquement à cause de les retraites, mais qui était à cause effectivement de l'inflation. Et on a laissé faire. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a laissé faire. Et cette situation aujourd'hui devient de plus en plus inextricable. Et à chaque fois qu'on prend un point précis de la réforme, on s'aperçoit qu'on ne nous a pas dit la vérité. 1 200 euros pour les pensions minimales. Ah bah non, c'est pas pour tout le monde. Pénibilité. Ah non, c'est pas. Les carrières longues. Ah non, c'est pas pour tout le monde. Mais c'est hallucinant, cet amateurisme. Moi, je l'ai dit depuis le début. C'est-à-dire qu'on a fait encore une fois une réformette, alors qu'il fallait faire une réforme beaucoup plus profonde, avec certainement peut-être plus de discussions autre. Et là, on s'est arc-bouté sur l'âge également de départ à la retraite, évidemment. Ce qui a donné le pouvoir, entre guillemets, à la CFDT, ce qui a donné ce front syndical. Et donc, c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. C'est que, et d'un autre côté, si Macron, il lâche, il fera plus aucune réforme jusqu'à la fin de son mandat. Donc, mais sauf que si, effectivement, il peut éventuellement récupérer, si jamais il dit, on va renégocier, on va refaire une nouvelle réforme, entre guillemets. Mais enfin, beaucoup de temps perdu, c'était pas le moment, je pense. Une dernière question, Marc. La réforme, elle était prévue sur 65 ans. Oui. Est-ce que finalement, en décalant, on sait que c'est la première ministre qui a dit non, c'est trop, 65, on passe à 64. Est-ce qu'en fait, ce décalage d'1 an n'a pas rendu l'édifice entier complètement inefficace? Donc aucune mesure ne va en fait, n'est calibrée, n'est comptabilisée. Le pire, c'est que il suffit que qu'on ait une croissance, encore une fois, on tape sur 2% de croissance dans le projet de réforme, un chômage qui va baisser. Alors c'est vrai qu'il baisse, mais si on prend l'ensemble des chômeurs, on est à 16,5% de taux de chômage, qui a même augmenté au 4e trimestre. Vous voyez, c'est ça, les personnes qui vont cotiser, c'est les vrais chômeurs, effectivement. Donc là, on est à 16,5%, donc ça ne va pas arranger les choses. Donc si on enlève effectivement ce cadrage économique, déjà le projet, il fonctionne pas. Donc 64, 65, 63, non. Il faut effectivement donner un vrai degré de liberté et avoir une retraite en conséquence. Ce qu'on n'a pas donné, et aujourd'hui on paye effectivement. Et demain matin, Olivier Dussopt sera mon invité et j'aurai beaucoup de questions à lui poser. Karim Zerebi. Je ne peux m'empêcher de comparer ce que nous vivons en 95. J'ai ce sentiment que de plus en plus, au fur et à mesure que l'on avance, la comparaison est possible. Pourquoi ? On avait un gouvernement qui était, j'allais dire, un peu sourd, et un dialogue qui n'existait pas en 95. Un Premier ministre qui s'appelait Alain Juppé, qui apparaît droit dans ses bottes, en expliquant qu'il n'y avait pas grand-chose à négocier. Une Première ministre, Elisabeth Borne, qui fait exactement pareil, sur son côté un peu austère, et qui explique qu'effectivement, on ne reviendra pas sur ce marqueur, parce que c'est un marqueur majeur, qui est l'âge de départ à la retraite. Or, si d'emblée, ce gouvernement avait mis plusieurs options sur la table, une réforme potentiellement à point, une autre réforme qui trouve des ajustements sur d'autres sources de financement, une réforme, tout en disant que notre objectif commun à tous, c'est de sauver notre système par répartition. Donc, pourquoi pas y intégrer un peu de capitalisation. Enfin, je veux dire, s'il y avait la palette de ces propositions sur la table, je pense que les syndicats n'auraient pas été arboutés, notamment la CFDT de Laurent Berger, qui a bien dit d'emblée, souvenez-vous, donc on l'a dit et redit sur CNews dans Punchline, donc Laurent Berger a dit, si vous touchez au marqueur de l'âge de départ, si vous en faites la pierre angulaire de votre réforme, vous nous trouverez en face. C'est la CFDT, c'est pas un mouvement d'extrême gauche, c'est pas un mouvement qui souhaite le chaos, c'est un mouvement qui a toujours été constructif avec les forces de gouvernement. Donc là, en l'occurrence, le gouvernement s'y est très mal pris d'emblée. Moi, je pense qu'il y aura moins de monde demain. Oui, mais il y a une erreur du gouvernement, c'est de se fier seulement et uniquement au nombre de manifestants dans la rue. Il y a un état dans le pays, il y a une atmosphère, il y a un état d'esprit. C'est ça qui doit guider le politique. Et aujourd'hui, cet état d'esprit, il est délétère. Cette colère, elle grandit. Le
mécontentement, il est là. Et c'est vrai que perdre un jour de salaire pour des femmes et des hommes qui ont déjà des fins de mois difficiles, il faut comprendre que certains choisissent de faire un jour, d'autres un autre jour. Il y a des couples qui disent ça c'est toi aujourd'hui, moi c'est moi demain. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y aura moins de monde demain. Ça ne veut pas dire que la grogne elle est moins importante. Il y aura effectivement, Marc l'a dit, un risque le 7 mars. Si la grève est reconductible et que la colère gronde dans le pays, moi je pense que ça peut durer. Geoffroy Lejeune. Moi, j'admets la comparaison avec le mouvement social de 95. Il y a juste une différence, c'est que l'état du pays n'est pas le même du tout qu'à l'époque. L'état du pays n'est pas le même aujourd'hui qu'en 95. C'est pas le même niveau de dette, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que ça a à voir par... Non, je veux dire, je suis d'accord sur la comparaison des mouvements sociaux entre eux. Oui, pour comparer les mouvements sociaux. Et juste, l'état du pays à l'époque, le pays est passé à autre chose et c'était pas ça. Là, il y a toutes les crises en même temps. C'est-à-dire que si on élargit et qu'on parle pas juste des retraites, on vit une crise sécuritaire, une crise diplomatique, une crise démocratique. Là, le témoignage de la dame à Albi qui expliquait que les parlementaires s'étaient discrédités, mais c'est la vérité. C'est terrifiant, en fait. Ils ne représentent plus les gens pour lesquels, qui sont censés représenter normalement. Donc, tu accumules tout ça en même temps. Et on voit, ça fait des années qu'on se questionne tous un peu à voix haute en se demandant comment va se traduire la prochaine fois qu'il y aura des Gilets jaunes, comment ça va arriver. Peut-être que c'est ce qui est en train de se passer. Je suis d'accord avec ce que vous venez tous de dire, d'ailleurs. Moi, je ne crois pas à la violence, en revanche. Je pense que ce mouvement est bien jugulé. Les services d'ordre, les syndicats, les forces de l'ordre. On ne peut pas savoir. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que contrairement à ce qu'on a vécu pour le mouvement des Gilets jaunes, c'était décroissant en termes de non-manifestants et ça a augmenté tous les samedis en termes de violence. Là, c'est pas le cas. Je pense que ça ne sera pas décroissant en termes de gens qui soutiennent donc le retrait de la réforme et il n'y aura pas de violence parce que les gens veulent que l'on parle de ce sujet. Ils veulent que l'on parle de l'avenir du pays. Donc, or, il y avait des casseurs au moins des Gilets jaunes parce que c'était pas tenu, structuré, organisé. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est très structuré, c'est très organisé. Jean-Christophe nous en parlait, parce qu'il était dans la manifestation la dernière fois. Même des forces de police, des fonctionnaires de police qui sont grévistes viennent donner main forte au service d'ordre des syndicats. Ça n'existait pas, ça, au moment des Gilets jaunes. Il y a un point commun par rapport à l'époque des Gilets jaunes, c'est aussi le niveau de soutien dans l'opinion. C'est-à-dire qu'il ne bouge pas, pour le coup, mais peu importe le comptage dans les manifestations. En réalité, ce que le gouvernement devrait prendre en compte, c'est ça. C'est en fait, la France, on peut parler comme ça, c'est une majorité de Français assez large, ne veut pas de ce projet, que ce soit à cause du projet en tant que tel, du moment choisi, comme disait Marc, des mensonges que vous avez soulignés, Laurence, et vous avez raison, quoi. En fait, à chaque fois qu'on a soulevé le couvercle, on a découvert quelque chose de pas beau dans l'armée. C'est pas ce qu'on avait prévu. Mais évidemment. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, volontairement, j'essayais de dire que ce n'est pas qu'une question de réforme, même si c'est évidemment le cœur, le symbole, etc. Parce que je pense qu'en fait, on est en train de vivre une crise de régime. Si vous dézoomez, que vous vous dites, en réalité, à l'échelle de l'histoire, qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? On est en train de vivre quelque chose, je pense, de comparable à ce qui a renversé des républiques ou qui a fait qu'on a été obligé de changer de système parce que les systèmes politiques étaient à bout de souffle. Et l'observateur politique que je suis m'en vous dit quand même que Marine Le Pen joue plutôt bien le coup. Je vous le dis comme je le pense, et Dieu sait que je suis très très loin de ses idées et de son parti, chacun le sait, mais j'essaie d'être objectif dans mon analyse. Donc ils ont posé 200 amendements. Donc 200 amendements, vous ne bloquez pas le débat. Donc vous le poussez, vous le provoquez. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Motion de censure. Ça veut dire quelque part, on n'arrivera pas au bout, on le sait, dans le temps imparti. Donc on demande le retrait de la réforme. Parce que dans le temps imparti, on n'aura pas le débat et la réforme va passer. Donc on propose une motion de censure à l'instar des Français, qui sont 67% à dire on ne veut pas de cette réforme. Donc, on le colle au plus près des aspirations du peuple, donc, pendant que d'autres font du spectacle, font de la polémique, ne provoquent pas de débat de fond, et quelque part pourrissent le débat législatif à l'Assemblée nationale. Je trouve que, et ça ne me fait pas plaisir de le dire, encore une fois, mais je dois être franc, donc elle joue plutôt bien le coup sur le plan politique. C'est vrai que les explications, effectivement, des politiques qui ont essayé de faire de la pédagogie, encore une fois, ça n'a pas du tout fonctionné. Parce que globalement, je dirais le 67% a priori, donc ça ne cesse d'augmenter des Français qui seraient contre. Donc ça veut dire qu'il y a aussi... Ils ne comprennent plus la réforme, Marc. Voilà, c'est ça. Ils ne la comprennent. Elle était déjà difficilement comprise. Mais là, et encore une fois, tout ça pour ça, parce que c'était une réformette finalement. Donc c'est ça qui est dramatique. C'est là on avait une vraie réforme. Bon, ok, on aurait peut-être expliqué. Mais là, justement, cette réformette qui va bloquer peut-être le pays et avec une telle fronde finalement de l'ensemble des Français, ça, je pense, c'est dangereux politiquement et socialement parlant. Jean-Christophe Couvi. En fait, les Français, déjà, avec la crise de la Covid, on leur a raconté beaucoup de sornettes. Ils l'ont vu aussi.
Rappelez-vous l'histoire des masques, il faut le porter, pas le porter, etc. Ça sert à rien. Puis 2 semaines après, on en a. Au lieu de dire on en a plus. Donc déjà, on a appris un petit peu à mentir aux Français. Et puis au fur et à mesure, on nous sert là aussi, pareil, le roman national. Voilà, on est en panique, tout va s'écrouler. Il faut absolument la réforme. On va vous donner la plus belle réforme. On parle de 65 ans. En fait, c'était un ballon sonde. C'est à la mode en ce moment, les ballons sondes. Mais c'était un ballon sonde 65 ans. C'était pour dire, regardez, on a fait une petite ristourne fiscale. Vous voyez, de 65, on vous la met à 64. Déjà, vous allez moins monter sur vos grands chevaux et vous allez avaler la pilule. Et puis, au fur et à mesure, on déroule la pelote. On voit bien aussi qu'il y a des angles morts de partout. Et on se dit, mais en fait, on va nous refaire la même chose que pendant la crise du Covid. C'est-à-dire qu'on va nous raconter des sornettes, etc. Donc, on ne croit plus vraiment non plus nos politiques. Et c'est pour ça que les gens vont dans la rue parce qu'ils se disent, mais en fait, voilà, on est représenté par des gens qui, quand il n'y a pas de fond, il y a de la forme, c'est ça. Et puis, nous, on est dans la rue pour dire, voilà, nous, on veut changer. En même temps, on nous sert une sauce en disant travaillez plus longtemps, parce que regardez, tous les pays européens autour de vous travaillent plus longtemps, donc nous on est à la queue de peloton de l'Europe, et il faut les rattraper. Sauf que nous on a un modèle social qui est très français, que beaucoup de personnes nous envient aussi, et au lieu de parler toujours de PIB, on pourrait parler de bonheur national brut. Ça serait bien aussi que les politiques... BIB, mais moi j'aime bien le bonheur national brut. Oui, intérieur brut, c'est pareil. Voilà. Mais que les politiques aussi rendent un peu leurs citoyens, donnent un peu de et bonheur. d'ailleurs, quand on parle de comparaison internationale, c'est pas un âge légal, c'est un âge moyen en fait de départ à la retraite. Donc c'est ça le problème. Là, dans cette réforme, c'est que c'est légal. On oblige effectivement les Français, enfin du moins certains. Mais sur les réseaux sociaux. Globalement, de toute façon, si on donne le choix, mécaniquement, peut-être que ça soit 64 ans, sur les réseaux sociaux, mais on n'oblige pas. Et c'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a obligé, comme effectivement pendant le Covid, on nous a obligés, on nous a contraints, alors que finalement, on n'est plus prêt à accepter ça. Sur les réseaux sociaux, vous avez des Italiens, des Allemands qui disent aux Français, tenez bon, nous, on a réformé le pays, on travaille jusqu'à 67 ans, il y en a qui travaillent jusqu'à 70 ans. Donc Français, ne lâchez pas. Il y a quand même aussi un débat européen que l'on peut avoir et que l'on doit avoir sur qu'est-ce qu'on a comme projet de société en Occident aujourd'hui, dans notre belle Europe aujourd'hui. Donc ce débat, on n'y a pas droit. Ces réformes-là, les Français ont l'impression d'être bernés. Les 1200 €, ça ne tient pas. L'index sur les seniors, ça ne tient pas. Donc les femmes, ça ne tient pas. Merci Karim. Cette réforme, ils n'en veulent pas.